présent, vérifiez vos paquetages. Nous partons faire la guerre en Irak. Alors, tireur d'élite de l'armée américaine, surnommé la légende, Chris Kyle a eu le temps de raconter son expérience dans un livre avant d'être assassiné en 2013 par un marine. Steven Spielberg et David O. Russell se sont intéressés à ce livre et c'est évidemment Clint Eastwood qui s'est chargé de l'adapter à l'écran avec Bradley Cooper comme producteur et interprète principal. Bien leur en a pris, puisqu'American Sniper a fait un triomphe dans les salles et a reçu 6 nominations aux Oscars. Ce n'était pas gagné d'avance, car le sujet est épineux. Philippe, ce garçon a tué 160 Irakiens. Oui, c'est ça. Donc évidemment, il y a eu tout de suite une polémique qui va bien au-delà du film. C'est-à-dire que il y a eu Michael Moore, il y a eu Seth Rogen qui se sont plaints. Alors d'une part, on dit que c'est une guerre injuste et donc il ne faut pas qu'il y ait un héros. On dit que être sniper, c'est quand même facile parce qu'on est bien planqué, on tire sur les gens, voilà. Bon, après, il faut regarder... Il tue à un moment une femme et un enfant. Oui, mais qui ont quand même une grenade. Enfin, je veux dire, voilà, c'est le début du film. Bon, c'est pas non plus pour le plaisir de tirer sur les femmes et les enfants. Après, il faut regarder ce qu'est le film. Ce qui est très intéressant, c'est le personnage qui est terrible d'ambiguïté, qui au départ est assez bas du casque. Hein. Je veux dire, il a vu les attentats, il a vu les tours du 11 septembre à la télévision. Je vais venger l'Amérique et je vais défendre. Son obsession, c'est de défendre. Alors évidemment, il a une vision de la guerre qui est de son point de vue, c'est le point de vue de Fabrice à Waterloo. Il ne faut pas lui demander une analyse géopolitique. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'évolution du personnage sur le film. Et ça, c'est là où le film est tout en ambiguïté. Alors, malheureusement, je n'ai pas toutes les images que je voulais pour déployer ça, mais on va essayer de bricoler avec ce qu'on nous a donné. Donc, je vous ai mis 2 petits extraits collés l'un après l'autre. Alors, regardez, là, il est à gauche, il est en avant, et voilà, et il a envie d'aller en découdre, et il a envie, là, de descendre de sa position de sniper pour s'occuper des jeunes recrues, pour leur montrer comment faire le combat dans la rue, et derrière, on lui dit que c'est pas possible. Et là, il est stoppé net dans son élan. Et c'est le moment où on commence à dire qu'en fait, il est considéré comme une légende. Hein, et lui refuse ça. Et regardez, il était plein d'allons, il est stoppé net. Là, c'est beaucoup plus tard dans le film. C'est après sa dernière campagne. Là, il est avec sa femme au téléphone. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le téléphone dans le film est très bien parce qu'avec le téléphone satellite, elle l'appelle carrément quand il est sur le front. Et il y a presque des scènes sexuelles. Et là, je veux dire... C'est l'histoire d'un type qui n'arrive pas à revenir chez lui. Il est parti pour défendre les siens et finalement, après sa 4e campagne, il est même incapable de rentrer. Moi, quand j'ai vu cet extrait-là, j'ai pensé à Voyage au bout de l'enfer, je me suis dit, si ça se trouve, il n'a plus de jambes. Il y a eu une ellipse et en fait, c'est très intéressant ce cadrage. Parce qu'en fait, il est coupé en bas, c'est vraiment plus qu'un torse, et on ne voit qu'une partie de profil. C'est-à-dire que dans la mise en scène d'Eastwood, très discrètement, on montre comment l'homme est totalement écartelé entre, d'une part, ce qu'il croyait être son devoir, et d'autre part, sa famille. Et puis, il y a cette idée de la casquette qu'il se met sur les yeux. Et là, on voit bien qu'on est loin du va-t-en-guerre auquel on pourrait penser. Et toutes les ambiguïtés du film se retrouvent dans ce personnage de Bradley Cooper et dans la manière de film d'Eastwood. Et on peut y voir, comme dans tout film d'Eastwood, une projection de sa carrière. C'est-à-dire que lui, qu'on a connu comme Dirty Harry, qu'on a accusé d'être presque facho, etc. Et puis après, une évolution par rapport à la violence impitoyable et tous les films après, jusqu'à Gran Torino, jusqu'à l'immolation, et ce qui arrive à ce personnage-là. Là, c'est un film sur le syndrome post-traumatique du vétéran. Vous avez oublié quelque chose de très important dans ce que vous avez dit, c'est Sienna Miller, qu'on vient de voir, qui est très étonnante dans ce rôle. J'espérais que... Vraiment, je la trouve géniale. C'était presque un temps plein pour que vous leur criez votre amour pour cette femme. Mon amour pour Sienna Miller, qui est la nouvelle Jessica Chastain dans ce film. Bon, Jean-Marc, je pense que vous n'êtes pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Que pour moi, ce qui est problématique, c'est justement l'édulcoration du personnage, le fait qu'il revient très très vite de la fiction de l'héroïsme, qu'il ne soit pas, comme tu dis, un va-t-en-guerre. Pour moi, c'est ce qui est problématique. Parce qu'il y a un personnage qui n'en revient pas du tout, qui est son assassin, et que le film évacue complètement dans une ellipse. Et pour moi,
ne pas traiter l'effet collatéral de ce qu'a été la boucherie irakienne, qui est ce personnage détraqué qui va l'abattre, à ce point se débarrasser de cette question-là pour montrer un personnage qui, lui, est dans une espèce de progrès moral par rapport à la fiction de l'héroïsme qui a été vendue par la nation, je trouve que c'est une manière de ne pas traiter le sujet et qui a une forme à la fois de cynisme et de lâcheté dans la manière dont Eastwood escamote cette question. C'est sûr que ça permet au film d'avoir un grand succès. Attendez, on a un invité. On ne va pas faire le débat tout de suite. On a un invité. Voilà, point par point. Je peux le dire maintenant ou est-ce qu'il faut On va attendre quand même d'avoir notre invité Christophe Benet, qu'on applaudit. Bonsoir Christophe. Vous avez vu, on vous met la musique de la patrie américaine. Je suis ravi. Donc, vous êtes l'auteur de La démocratie est un art martial. Cet essai est paru aux presses universitaires de France. Vous êtes quelqu'un donc de très sérieux. Vous êtes enseignant, critique, cofondateur du site acreds.com. Et vous venez donc de publier ce livre dans lequel vous analysez l'image belliqueuse, l'image de la guerre au cinéma. Donc, vous avez dû adorer American Sniper. Quand j'écoute Philippe Rouillet en parler, oui, j'ai presque envie de revenir sur mon avis, qui lui est beaucoup plus mitigé, parce que je trouve que justement ce qu'on a perdu avec American Sniper et ce qu'on avait un petit peu gagné avec le cinéma de Catherine Bigelow, c'était justement un supplément d'ambivalence ou d'ambiguïté. Je trouve que American Sniper est unilatéralement américain, et c'est à double tranchant, parce que la représentation des Irakiens laisse à désirer, ça je pense qu'on sera plus ou moins tous d'accord. Mais la représentation des Américains laisse aussi à désirer. Il y a quelque chose que refuse Clint Eastwood avec ce film, c'est la construction de sa propre légende par le protagoniste. Chris Kyle, il n'est pas devenu célèbre aux États-Unis parce qu'il a tué 160 personnes. Il est devenu célèbre aux États-Unis parce qu'il a publié une autobiographie dans laquelle il raconte son histoire, dans laquelle il se célèbre, il a imprimé sa propre légende. Donc il a été fidèle au surnom qu'on lui avait donné au front. Là, il y avait un côté, l'homme qui tua Liberty Valance. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas aux faits, on s'intéresse à la légende qui en a été faite. Prince, the et legend. on la célèbre. Exactement. John Ford. Eastwood ne montre pas cette étape dans le film. On a des Américains qui sont au taquet parce qu'ils ont l'un des leurs qui est le meilleur assassin du monde. C'est pas du tout ce qui s'est passé dans la réalité. Et tant mieux, c'est pour ça que le cinéma existe, c'est pour essayer de faire autre chose que ce qui s'est passé dans la réalité. Moi, à l'inverse de ce que dit Jean-Marc et de ce que vous dites, Christophe, je trouve qu'au contraire, ce film représente la quintessence des films d'Eastwood parce qu'il assume cette ambivalence. Qu'est-ce qui se passe dans presque tout le cinéma d'Eastwood depuis le début ? Il y a un conflit entre un individu et la loi d'un individu et la loi de l'État. C'est le cow-boy, c'est celui qui n'est pas d'accord contre une entité qui va se battre pour essayer de se faire respecter lui-même. Voilà, merci. Que nous montre ce film ? C'est qu'à la base, ça doit être un soldat qui, par patriotisme, va défendre son pays. Et la grande intelligence d'Eastwood, c'est de déplacer le sujet du film sur son propre conflit moral à lui. Et ça, c'est tenu jusqu'au bout. Et ça fait... Eastwood est génial pour ça. C'est un des meilleurs réalisateurs de films de guerre. À mon sens, à mon humble avis, effectivement, parce qu'il arrive à filmer ça. Ça permet de construire de l'identification. C'est très roublard. Le personnage n'est jamais la victime d'un système, mais il est un peu plus malin et un peu plus conscient que le système. Ah non, je pense pas qu'il soit plus malin ni plus conscient. Il commence à douter, à la fin il doute. Pardon, mais le Le personnage n'est pas d'une subtilité folle non plus. C'est pas ça. Il montre bien. Moi, beaucoup plus subtil que le personnage dont il s'est inspiré. On fait toujours d'Eastwood un manichéen. On dit il oppose le bien et le mal. C'est un cinéaste de la vengeance et c'est toujours finalement le bien qui va l'emporter contre la loi de l'État. Et c'est pas vrai. À chaque fois, il y a des oppositions très claires. Là, il y a le patriotisme américain qui va porter au nu ce personnage, ce sniper, parce qu'il l'a sauvé. De l'autre côté, les Irakiens qu'on voit à peine. Et finalement, le conflit, il n'est pas entre ces deux entités-là, qui sont d'ailleurs assez mal filmées, même y compris sa vie familiale. C'est cliché, on n'y croit pas. Parce que ça l'intéresse pas tant que ça. Mais parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est sur le dilemme auquel est en proie le personnage. Le dilemme n'est jamais tranché. C'est magnifique. Et le cinéma sert à ça. Moi, je suis d'accord sur l'ambiguïté du film. Le film est très roublard, il est très malin, il en donne autant. C'est-à-dire que c'est selon la personne qui va le voir. Je pense que les Américains, il est très ambigu. Mais c'est super c'est formidable jusqu'à un certain point. C'est formidable pendant une partie du film. C'est très intéressant, même la manière dont il montre l'éducation de c'est un pur produit redneck. Faut le voir apprendre à chasser avec son père. En plus, il y a une boucle. Il en prend après à son fils. Après ce qu'il a vécu, il apprend à son fils la même chose. Et puis l'effet de montage, on peut le dire, c'est au début du film. C'est un moment de tirer sur l'enfant. C'est pas que lui se voit enfant tirer. Sauf que le film ôter sa première vie. C'est très intéressant. Sauf que le film, au bout d'un moment, se prend à son propre jeu et que la manière dont la dernière partie, le quatrième épisode en Irak, quand il y retourne, où à un moment, ça devient vraiment un duel entre le sniper américain et le sniper irakien. Le sniper irakien qui a une identité très floue, on ne sait pas vraiment qui il défend, si c'est Al-Qaïda, si c'est les insurgés irakiens,
Et ça, cette manière d'éluder complètement... Mais il l'élude pas, c'est pas un film politique. Sauf que ça devient un problème quand ça devient un problème sur certains plans. Quand il finit sur un plan, on le voit le sniper qui l'a tué. Il y a un dernier plan, comme quoi c'est bon, le travail est bien fait. À la fin, il y a quand même... Il a mis toute son unité en danger pour faire ça, pour faire sa propre vendetta. C'est extraordinaire de montrer ça. C'est quand même un personnage, c'est quand même complètement... Mais sauf qu'à un moment, il y a l'image aussi. Arrêtez de vous faire la guerre et laissez ça se parler finit quand même sur des images d'archives d'actu où on voit la célébration du héros, du héros, les vraies images d'actu. Bon. On reste quand même sur une note. Il y a quelque chose de poisseux dans ce film qui est quand même pas réglé sur un. Mais ça a toujours. Ils te disent la guerre, c'est pas bien. Sauf que tu parlais de Voyage au bout d'enfer. C'était intéressant, Voyage au bout d'enfer, parce que Voyage au bout d'enfer, c'est vraiment. Je pense Tu te souviens qu'en 77, on était rares. Qu'il était réac, qu'il était Voyage au bout de l'enfer. Les gens disaient que c'était facho. Sauf que ça tenait à une chose, au fait qu'il chante les hymnes américains à la fin. Et ben oui. Et ben ça, c'est extraordinaire l'ambiguïté. Et c'est la même chose. Excusez-moi, je peux dire quelque chose d'idiot. Les films de genre, c'est comme ça, c'est manichéen un peu. Là, c'est un film de guerre. C'est John Wayne qui lui c'est John Wayne qui tue des Indiens, quoi, voilà. Sophie, laissez parler notre Sienna Je ne vois Miller. pas bien ce que vous reprochez au film, parce qu'en effet, comme dit Adèle, c'est pas un film sur ce que vous dites, c'est un film sur un type. Alors que le vrai Chris Kyle, moi, je me fous de savoir qui c'est. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont Eastwood en fait son personnage à lui, son héros, si on veut, comme dans tous les westerns, il y a un héros, c'est des cow-boys, il tue des Indiens. C'est la prisonnière du désert. Non, mais le problème, c'est que le film n'a pas de il en fait un type qui, en effet, prend conscience qui revient dévasté du front, qui ne sait plus être dans la vie quand il est chez lui et qui ne peut plus voir le monde qu'à travers son arme. Il ne peut plus voir le monde qu'à travers sa lunette. Il n'y a plus que ça, au point que quand il est chez lui devant la télé éteinte, il voit encore, il entend les bruits de la guerre, il voit la guerre. C'est poignant. Il a une façon de rendre compte de ce traumatisme, je trouve, de manière extrêmement bouleversante. Ah oui, c'est la première fois que je vois ça, moi, au cinéma. Sauf que, Mais pourquoi il ne filme pas le moment où il est rattrapé par ce dont il essaie de se venger? C'est encore plus fort en C'est qu'il se fait assassiner. C'est bouleversant. Mais parce que c'est la morale. C'est ce qui aurait apporté du conflit. Mais la C'est ce qui aurait morale vraiment le conflit, il est là parce qu'aucun plan d'Eastwood et aucune scène ne nous impose quoi penser de ce qui se passe. Et c'est là où il est très fort. Sinon, il ferait du cinéma moral. Et contrairement à ce qu'il se dit, il ne fait jamais du cinéma moral. Sauf que c'est un film qui parle il injecte de la conscience morale dans son personnage de manière, à mon avis, très artificielle. Eastwood s'est toujours interrogé sur l'héroïsme, ce qu'est le héros américain à chaque étape de son cinéma. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est un film qui fonctionne en cercle fermé par rapport à sa filmo et à ce que lui, et à son évolution personnelle, et à ce que lui, il veut jouer sur son... Il y a quelque chose de roublard à vouloir jouer sur son image. Attends, c'est pour ça qu'on disait qu'il était génial il y a 5 ans, maintenant c'est... Non, moi oui, mais sauf que le cinéma, il y a des moments de mise en scène éblouissants dans le film. On discute énormément. Mais oui, c'est très problématique. Mais malgré tout, par moments, je trouve ça ébouriffant de virtuosité. La scène de guerre, je me tourne vers le spécialiste du cinéma de guerre, qui est quelqu'un de tout à fait normal, qui adore la violence. Quand vous voyez cette scène quand même de tempête de sable avec la guérilla sur le toit d'un immeuble à la fin, là oui, on n'a jamais vu ça. Non, pas pour moi. Non. On l'a déjà vu. On l'a vu dans le dernier Mission Impossible, on l'a vu dans le Ridley Scott qui se déroule aussi en Irak. On voit des personnages qui sont effacés, emportés par une tempête de sable. On est dans l'abstraction, dans le pictural, c'est beau. Là, pour moi, on est au ras du sol. Et vraiment, on est au ras du sol et bas du front. Parce qu'on parle de fêlure, d'évolution. Un film d'être pictural et de vouloir être beau. Enfin, je veux dire, c'est aussi le principe du cinéma. Là, le problème, c'est de faire corps avec un personnage principal qui, pour moi, n'est rien d'autre que l'incroyable Hulk. Il y a pas, pour moi, le succès du film aux États-Unis s'explique par ça. C'est pas un film qui est plus patriotique qu'un autre. Il y a eu des films patriotiques avant, ils n'ont pas davantage marché. Là, ce film, il cartonne parce que c'est un film de super-héros qui s'adresse aux seniors. Hulk, vous n'y croyez pas. C'est pour ça que Captain les vieux ont America, aimé, vous n'y croyez pas. comme Philippe ou moi. Là, on vous en a trouvé un vrai. Il a réellement existé. Il est encore plus fort que les autres. Et alors, à la fin, là, vous parliez, Philippe, de cet effet de cadrage où on peut soupçonner à un moment qu'il a été mutilé. Bon, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Mais le corps de Bradley Cooper dans le film, c'est un char d'assaut. Ouais. Le type, c'est un char d'assaut qui vend la fêlure morale, jamais elle n'apparaît dans le film. Mais en permanence, c'est la scène dont parlait Sophie où il est face à son écran de télé qui est éteint, il a l'impression qu'il voit la guerre défiler. Tout ça est évacué par les 5 dernières minutes. Tout ça est évacué. C'est 2h20, les 5 dernières minutes restent tout, c'est vraiment d'actualité. C'est pas possible. Mais même avant, donc je ne vais pas dire avant, mais il y a un effet de page blanche. C'est pas vrai, on n'est pas dans le syndrome post-traumatique. Tu aurais aimé qu'il filme vraiment, regardez
sa fragilité qu'il y ait une petite larme Non, qui coule pour mais qu'on va on le confesser sait d'autant plus que c'est un chez- corps Il n'est pas musclé, plus d'actif Chez que ça, et c'est une bonne Eastwood, nouvelle. la violence est souvent une solution, mais celui qui l'exerce, C'est pas vrai, c'est pas une empathie. solution. Celui qui l'exerce empathie. Systématiquement, il y a toujours un dégât. Chez cet homme, il n'y a pas de dégât. Si, 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 quand même. Non, mais à la fin, il est remis. ouais. Mais ne l'affronte pas. Mais ça, c'est un Il autre a des débat. intérêts, ça, on va pas vous mettre tous d'accord. Il n'y a pas de dégâts. Mais Enfin, on je veux dire, il poursuit a pas. plus de vie, il a plus de Juste- vie, en plus il il n'arrive spirituel. pas à vivre. Juste une petite Il arrive chose, plus il y à a vivre. un fil que n'arrive pas à suivre Dernier mot. Eastwood. Dernier mot, très rapide. Il y a une scène très belle. Bon, je suis obligé de le dire. Au début du film, Ah, il a quand même Voilà. bien aimé, en fait. son père, quand il est enfant, lui dit écoute, il y a 3 catégories de gens aux États-Unis. Il y a loups. les agneaux. Alors, toi, tu ne seras pas un agneau. Il y a les loups. On va se dire, ah, tu vas être un loup. Non, il lui dit, tu ne seras pas un loup non plus. Le loup, c'est chien de méchant. berger. Tu seras un chien de berger. Et là, il se dit, moi, chien de berger. Donc, C'est celui sniper, qui je défend protège ceux chien qu'il de berger. aime. Et il se rend compte tout au long du film que chien de berger, c'est pas une finalité, c'est une étape. C'est l'étape avant de devenir le loup. Donc il va devenir un loup à un moment donné. Et ça, j'aurais aimé qu'il devienne un véritable loup et pas que le rôle du loup soit délégué à quelqu'un qui surgit à 5 minutes du film pour montrer que la guerre faite à l'étranger, elle a effectivement des dommages sur le pays qui fait cette guerre. où qu'il Première soit. nouvelle, personne Mais Il y a des bons dialogues, quand même. Mais Attends, il y a faut des bons quand même le dialogues. dire, C'est c'est... pas un mauvais film. Le vrai problème, c'est ça. C'est que c'est un non, mais- c'est Ouais, ouais. un Alors, film attends. qui est très Pardon, problématique. Alice, c'est des films Non, d'horreur. non, Le non, problème, c'est que c'est pas un mauvais film. C'est fini, c'est Ok. fini, c'est fini, c'est fini. Avant de découvrir les cœurs, remercions Christophe Bonnet d'être venu nous apporter son éclairage guerrier sur le film. Je rappelle le titre de votre essai, La démocratie est un art martial au PUF. Merci beaucoup. En plein cœur, donc. Trêve de plaisanterie, allons changer le destin de l'univers immédiatement. Très attendu après les mythiques Matrix et Cloud Atlas, le nouveau film d'Andy et Lana Wachowski annonce la couleur avec cette musique cosmique de Michael Giacchino et avec son titre français Jupiter, le destin de l'univers. Et oui, on va y tutoyer la métaphysique. Le scénario raconte la rencontre entre une jeune femme prénommée Jupiter qui se sait promise à une destinée hors du commun et un aventurier du cosmos à la mâchoire hypertrophiée qui débarque sur Terre pour la trouver. J'ai à peu près bien tout compris, Simon ? Oui, pas trop mal. Ouais, merci. Pas trop mal. Mais ce qui est assez passionnant, c'est comme toujours chez les Wachowski, c'est un film hybride sur des métis ou le contraire. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une apatride totale qui est née au sens propre entre les États-Unis et la Russie et d'une erreur de laboratoire, d'une aberration génétique d'un homme mi-humain, mi-loup. Et tout ça va permettre aux Wachowski de totalement bouleverser ce qu'est le blockbuster actuel, le blockbuster américain et de science-fiction en particulier, à la fois en regardant derrière eux avec une quantité de références absolument délirante et devant en essayant justement d'aller chercher ailleurs leur inspiration et leur mécanique narrative. Et tout ça donne un film que certains vont trouver kitsch, que certains vont trouver peut-être parfaitement incompréhensible. Boursouflé, souvent. Enfin, c'est ce que dit la critique américaine. Oui, mais alors, vous savez, la critique américaine, quand un film semble un petit peu mal engagé au box-office, elle aime bien se venger de tous ceux dont elle n'ose pas dire du mal. Donc, je pense que la critique américaine aussi, peut-être, n'a peut-être pas envie de voir, pour le coup, beaucoup de choses. C'est un film qui est extrêmement européen, en réalité, dans lequel on retrouve des influences absolument passionnantes qui viennent énormément de la bande dessinée. On le verra notamment dans l'extrait qui va être présenté tout à l'heure. Les gens l'ont vu dans la bande-annonce. Il y a une figure qui est très prégnante dans le film, c'est la chute libre. Ça vient directement de l'Incal, de Mobius et Jodorowsky, qui a une image très très forte, régénératrice dans les deux et qui fait vraiment sens ici. Mais il y a aussi une énorme importance des contes européens. Parce que si on y regarde bien, Mila Kunis, dans ce film, c'est Cendrillon. Une Cendrillon qui a troqué son soulier de cristal pour la génétique, parce qu'elle est repérée comme ça, de la même façon, sauf que le prince n'est pas tout à fait. Puis il y a des influences de la Renaissance, en architecture, de l'art gothique aussi dans le film. Mais on va voir des images immédiatement. Je crois que c'est encore quand même mieux à pour ça faire. qu'on est tous venus. Alors là, on est devant une scène absolument typique du grand spectacle américain et du blockbuster de l'ère numérique, à savoir la grande cérémonie avec des milliers de figurants. Mais là où les Wachowski nous disent que ça va pas se passer comme d'habitude, c'est qu'ils ont pris la peine juste avant de nous préciser que ces figurants sont des robots. Pour bien nous dire, on va filmer quelque chose de factice, et comme c'est factice, on va mettre le bazar là-dedans, et on va balancer le grand blond avec 2 chaussures noires, à savoir Channing Tatum, qui va bien sûr pulvériser totalement le programme habituel du blockbuster. What was that? Alors,
dans cette séquence qui va se répéter plusieurs fois dans le film, il y a évidemment une dimension sexuelle qui est très forte. On peut penser aux 3 petits cochons avec cet homme loup qui va par 3 fois abattre des grandes maisons, des grandes dynasties pour essayer d'aller retrouver sa belle. Et là, voilà, là, on est en train de pulvériser complètement le programme traditionnel du grand spectacle américain. Bah oui, bon, alors on pense aussi à Star Wars, bien sûr. Hein, évidemment. On compare, c'est un côté un peu shakespearien, un peu grandiose comme ça. Ce qui est formidable, on peut être que d'accord avec tout ce que vient de dire Simon si joliment. Moi, ce que j'adore dans le film, c'est que c'est du spectacle en permanence. Alors, si vous aviez... Bon, par rapport à Claude Atlas, c'est moins sophistiqué dans la narration, c'est moins transgressif dans ce que ça dit, mais c'est quand même très très intéressant sur l'histoire d'amour que ça développe. Hein, parce que c'est quand même beaucoup plus malin en détournant le conte de fées, en reprenant la figure, qui est une figure chère au Wakoshi, de l'élu qui s'ignore. Comme dans Matrix. Et puis il y a quelque chose de la quête. Hein, c'est l'Odyssée, c'est à la fois l'Odyssée d'Ulysse et le magicien d'Oz, où on retrouve même les chaussures. Bon, mais moi, quand je voyais le film, qu'il faut voir évidemment en 3D parce qu'il y a un très beau relief, régulièrement à la projection, je me disais « Waouh, qu'est-ce que je suis en train de voir là ?» Quel blockbuster peut m'apporter autant de spectacles? Vous avez vu dans l'extrait les vaisseaux spatiaux qui ne sont pas constitués, c'est des éléments avec un peu de flottement et ça donne toutes sortes de possibilités géométriques, etc. Constamment, il y a des idées visuelles dans le film. C'est une fête des sens, ce film. Bon, bah écoutez, on va immédiatement poursuivre ce débat avec une invitée. Hein. C'est bien sûr quelqu'un qui vient spécialement de la planète Jupiter, l'écrivain et psychanalyste Sarah Chiche. Alors, on sait que ce film est le premier réalisé par Lana Wachowski, qui est donc devenue une femme, qui a changé de sexe, Larry. Est-ce que ça transparaît dans le film? Est-ce que c'est quelque chose qui a un sens, enfin, qu'on ressent à la vision de ce film? Je pense qu'effectivement, c'est un film qui dit que, contrairement à ce que voudraient penser certains esprits chagrins, l'amour, c'est pas forcément un homme, une femme, et la famille, c'est pas forcément un papa et une maman. Et qu'en fait, il y a, au cours de l'existence, de multiples points d'attachement possibles. Et qu'au fond, enfin, pour moi, c'est aussi un grand film d'amour qui dit que même quand on a les mains dans la merde, parce que le personnage joué par Mila Kunis c'est une nettoyeuse de chiottes, il faut bien le dire, on peut avoir la tête dans les étoiles. Et c'est que justement, la rencontre avec un autre qui vous voit, qui vous regarde là où vous ne pouvez pas vous voir, il sait qu'elle incarne une reine. Elle n'en a pas connaissance, c'est ce qui va vous élever et vous faire aller dans les étoiles. Les étoiles qui étaient justement ce point par là où regardait son père, puisqu'il était passionné par les étoiles. Bon, alors je me tourne vers la personne qui a un L sur son petit pull, comme L comme quoi? Comme Lou Beach, comme Lynch? Comme Lynch, comme Lynn. Comme voilà, comme Léon. Ouais. Bien, mais pas un W, c'est pas un W sur votre pull, pourquoi? Parce que malheureusement, plastiquement parlant, je vous rejoins, je vous entends, et effectivement, ça a des qualités visuelles assez indéniables, ce genre de film, mais on prend son pied, les 10 premières minutes, pendant la séquence d'ouverture, et après, malheureusement, il n'y a absolument aucune connexion qui se fait avec le récit et avec les personnages. Je veux dire, vous parlez d'amour, moi je trouve ça magnifique, alors j'ai peut-être un cœur de pierre, mais moi je n'ai ressenti aucune émotion avec Mila Kunis et avec... Channing Tatum. Je trouve que malheureusement, contrairement à Claude Atlas, tu en parlais, c'était un film à couches, c'était comme un oignon, on avait la possibilité de dégager toutes ces couches, c'était très dense, on était vraiment dans une odyssée, et là c'est plus une space opérette pour adolescents. Il y a un côté très teenager et on n'est pas tenu vraiment de façon émotionnelle. J'ai le sentiment que c'est raté comme film, mais que c'est réussi comme poème, c'est-à-dire comme poème visuel. C'est-à-dire que dès lors qu'on accepte de s'asseoir sur tout ce qui relève de l'intrigue, des personnages, des dialogues, et qu'on accepte beaucoup, quand même. Non, mais vous savez, ces choses du cinéma, un peu. Non, mais peut-être il faut le voir sans le son, alors. Ah non, je ne sais pas. Non, mais oui, parce qu'il y a une atmosphère sonore. Dans un tunnel, dans une espèce de poésie comme ça, visuelle, sonore, ultra baroque, ultra foisonnante, ultra kitsch. Et moi, une autre question qui m'intéresse, effectivement, c'est la question de l'androgynie dans ce film. Je trouve que ces personnages, et c'est dommage qu'ils ne soient pas davantage de chair, c'est tous ces garçons-filles, ces garçons-princesses. Il y a 2 frères comme ça qu'on voit qui sont incroyablement efféminés, qui sont des espèces d'hétéropholes, très, très, très beaux, quoi. Je regrette, en fait, que les frères, sœurs,
Wachowski n'ait pas davantage développé ces personnages qui sont ultra prometteurs sur le papier, mais qu'ils n'ont pas réussi à incarner. L'hybridité n'est pas assumée totalement. C'est-à-dire que pour rester dans la poésie, je crois que la grande force des Wachowski, c'est leur vitesse. Ce sont des gens qui vont vite, parce que normalement... Ils ont fait Speed Racer. Normalement, un nanar, il faut 30 ans pour qu'un film devienne un nanar. Là, il l'en fait tout de suite. Vraiment, c'est déjà... Non, alors, il faut quand même rappeler quelque chose de fondamental. Le film dure 2h07 générique compris, c'est-à-dire 2 heures. Ça fait 15 ans qu'on se tape des blockbusters, on va même pas parler de Christopher Nolan, on va tous se fâcher, des blockbusters de 3 heures. Là, voilà des types qui ont compris qu'une épopée, c'était quelque chose qui devait vous saisir, qui devait vous emporter. Tu parlais de la simplicité, vous évoquez la simplicité scénaristique, mais c'est nécessaire, l'univers est tellement dense, tellement vaste, tellement un peu moins de course-poursuite spatiale et un peu plus il y a un réel scénario, ce serait pas mal. Il y a un réel problème dans les scènes d'action, étant donné que la caméra n'est pas concentrée sur les personnages, mais est concentrée sur le second plan. Ça tourne, c'est brouillon. On n'est pas... Non, pas du tout. Les scènes d'action sont exceptionnelles. On suit parfaitement les personnages. Qu'est-ce que c'est ça? Laissez parler le petit nouveau. Elles sont exceptionnelles pour 2 raisons. Déjà, au bout de 20 minutes, les Wachowski se permettent de balancer une scène qui serait le climax de n'importe quel autre film d'aventure. C'est une poursuite dans Chicago qui dure 8 minutes, qui passe du ciel à la terre, au sol, on passe sous l'eau. C'est absolument dément. Et ils ont un principe tout bête. C'est plutôt que de tourner au maximum dans des décors réels avec des doublures numériques pour les acteurs, ils font l'inverse. Ils tournent avec des acteurs dans des décors virtuels. Et le résultat, c'est qu'il y a un sentiment de gravité, de force, non pas de réalisme, bien sûr, mais on est projeté dans l'image avec une force absolument sidérante. Et là où vous disiez, il y a des problèmes de scénario, je suis en complet désaccord avec vous. Il n'y a pas vraiment de scénario, en fait. Monsieur, il y a une histoire d'amour très accomplie. Sarah, dites-nous, l'histoire d'amour, elle est quand même très développée. Je trouve le film étonnamment prude. On m'a dit que Lana Wachowski, pardon, je suis un peu dyslexique, s'était mariée avec une reine du bondage et du SM. Je suis étonnée, après avoir fait la chasteté de leur... Non, mais quand on pense à un film comme Bound, vous vous souvenez, ce thriller lesbien absolument génial, on est étonné de voir que les frères, là, soient aussi timides sur la question du sexe. Il y a un petit bisou à un moment. Mais d'ailleurs, on donné. se demandait toutes les deux quand est-ce que ça allait arriver, quand est-ce qu'enfin il y allait avoir quelque chose entre eux. Vous n'avez pas l'air d'accord du tout. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est un film beaucoup plus abouti qu'il n'en a l'air, qui est l'issue de toute une tradition qu'on trouve chez Shakespeare, chez Pessoa, où au fond, il y a l'idée que ce sont les étoiles qui gouvernent nos existences. Ah, donc vous n'êtes plus psychanalyste, mais astrologue. Mais les deux sont liés, Frédéric, les deux sont liés. Et Vous savez, avec la crise de la psychanalyse, mais oui, il faut se... Il y a quand même une inversion des rôles. Au début, on a vu le gars, c'est le chevalier, le prince servant, et après, c'est elle qui prend son destin en main. C'est la fille qui devient... Voilà, et il y a cette idée de développement personnel au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il va l'élever sur le plan moral et elle va se débrouiller toute seule après. C'est pas du tout un homme providentiel. Dernier mot. C'est le grand méchant loup. Pour une fois, on est de son côté, qui 3 fois va voir les petits cochons, essaye de souffler la maison. Mais c'est une femme providentielle, elle est ultra guerrière. Elle, c'est une femme providentielle, mais ce qui se passe à la fin qui est magnifique, c'est que les rôles se sont totalement inversés. Elle a pris ses oripeaux, à savoir ces fameuses chaussures qui permettent de voler, tandis que lui a trouvé des ailes et devient un espèce de symbole beaucoup plus pur, beaucoup plus éminemment féminin, alors qu'elle est devenue une guerrière. Voilà pourquoi on a bien fait de l'embaucher dans notre émission, parce que lui, il est le seul à avoir vraiment compris ce film. Non, mais on est d'accord sur l'androgynie du film. Oui. Au cœur de Jupiter. Après la génétique qui sauve, le sexe qui tue. Ah oui, on est obligé un petit peu d'attraper le téléspectateur, quoi, de retenir son attention. Bien, alors après un premier film qui n'est même pas sorti en France, sauf en DVD, le jeune Américain David Robert Mitchell a frappé un grand coup. Sa deuxième réalisation, It Follows, a été successivement sélectionné à la Semaine de la Critique à Cannes en 2014, lauréat du Prix de la Critique internationale à Deauville la même année, et couronné il y a une semaine par le Grand Prix au Festival du film fantastique de Gérard Maire. Et le Prix de la Critique, trophée remis par notre Philippe Rouillet préféré. Le pitch est original pour un film d'horreur. Après une relation sexuelle apparemment banale, une jeune femme se sent suivie. Puis la menace se précise et s'étend à tous ses amis. Philippe, la sexualité est souvent présente dans le genre fantastique, horrifique, mais rarement d'une manière aussi centrale.
bah, il y avait ça dans les premiers films de Cronenberg à la fin des années 70, Rage et Frisson, où c'était vraiment ça, quoi. On attrapait les gens et crac, on leur communiquait la mort par la relation sexuelle. Après, c'était plutôt le contraire, c'était plutôt en creux. C'est-à-dire que les moniteurs de Vendredi 13, parce qu'ils ont forniqué les vilains, ils ont laissé Jason se noyer. Alors après, ça fait des décennies de moniteurs qu'on va zigouiller. Et dans Halloween, c'était la seule qui survivait, c'est celle qui n'avait pas couché, c'est celle qui restait vierge. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas réduire le film à une métaphore du sida, de la MST, de ce que vous voulez. C'est la jeunesse qui s'en va à travers la relation sexuelle. C'est ça qui est intéressant. Et le côté adulte qu'il faut endosser. C'est déjà ce que racontait le premier film de David Robert Mitchell, qui s'appelle The Myth of American Sleepover, et que je vous recommande de voir, parce que c'est la même chose sans l'horreur. Mais il y a déjà cette vision de la jeunesse et déjà cette vision de Détroit. Oui. Est-ce que c'est pas qu'elles ont peur d'être enceintes, ces filles, ce qui rapprocherait plus de Rosemary's Baby? Ça tient aussi aux garçons, Frédéric. C'est-à-dire que quand vous avez couché, crac, vous passez. Ouais. Et alors, ce qu'on va pas voir dans l'extrait, ce que je regrette, on a l'extrait qu'on nous a donné, c'est qu'il y a une très belle solidarité des jeunes entre eux. Ça raconte ça, ce qui est très rare dans le cinéma d'horreur, où généralement ils se tirent la bourre parce que chacun veut sauver sa peau. Là, il y a une vraie union sacrée. Là, dans l'extrait qu'on voit, regardez, le travail extraordinaire sur le décor, c'est à la fois un cube et une ruine, et le héros est une sorte de voyant. Et parce que c'est à l'image du film, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on voit pas, il y a ce qu'on redoute de voir, il y a ce qu'on imagine qu'on a vu, et le film fonctionne sur tous ces registres-là. Et en fait, il a attaché sa copine. Alors vous vous souvenez, ça rappelle la première séquence de Scream, sauf qu'il l'a pas attrapé pour que le méchant vienne l'égorger, c'est pour lui expliquer tranquillement son histoire. Alors il y a un côté victime expiatoire, mais c'est aussi Alex de Orange Mécanique qui se retrouve là obligé de faire face à la réalité. Et ce qu'elle voit, il n'y a qu'elle qui le verra. Hein. Et lui, il se balade derrière avec sa torche. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit là que c'est un monde sans adultes. Et les seuls adultes qui arrivent sont ces créatures. Et parfois, c'est les parents, les grands-parents. Et là, on voit bien tout ce que ça raconte de cette jeunesse-là. Il faut dire que c'est peut-être le plus grand film d'horreur qu'on a vu depuis plusieurs mois, voire plusieurs années en France. Ce qui est très beau, c'est qu'il y a une forme d'innocence dans ce film. C'est fou parce qu'on a l'impression que le teen movie maintenant ne pouvait plus être que parodique et dans la citation. Et là, il y a une forme de frontalité. Oui, c'est presque comme Virgin Suicides qui fait du de Sofia Coppola. Ça fait du bien. Ça fait penser aussi à une romancière qui s'appelle Laura Kashishke. Oui. Je sais pas si on l'a. Voilà, qui a été traite adaptée, comme ça d'ailleurs, beaucoup de l'univers adolescent. C'est très onirique. On a l'impression d'être dans un aquarium un peu pendant tout le film, mais je dis ça pas comme une vanne, vraiment pour dire que c'est une lumière très bleutée, très entre chien et loup. C'est très cotonneux. Enfin, c'est vraiment un film d'atmosphère et c'est déchirant, je trouve, sur la fin de l'enfance et sur le fait qu'il y a une scène magnifique où donc une des adolescentes voit arriver une pom-pom girl atroce, complètement déchiquetée, complètement junkie. Et elle part, elle court, elle s'enfuit de sa maison pour aller où? Dans un jardin d'enfants. Et elle se met à aller sur une balançoire. Ouais. Et donc, c'est vraiment toute la résistance de l'adolescent à basculer dans le monde adulte, quoi, et ce refus absolu de basculer dans ce monde-là. Alors, donc, Sarah, vous étiez venue, vous vous en souvenez, dans l'émission pour parler de Nymphomaniac. Oui. Là aussi, il est question de folie du sexe dans ce film-là. En effet, mais je crois que si dans Nymphomaniac, Joey, le personnage principal, a conscience d'être une mauvaise personne, donc elle a un mal qui lui vient de l'intérieur. Ici, il s'agit bien d'un mal qui vient du dehors et qui persécute ceux qu'il contamine. Alors moi, je verrais peut-être davantage, plutôt que la transmission d'une MST, ce qui se transmet au fond ces ados, c'est peut-être le désarroi d'avoir un corps, d'être objet de désir, d'avoir du désir, de se rencontrer, de se quitter. Comment est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on bricole avec ça? Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse d'Émilie Barnett concernant ce refuge, ce moment de refuge dans le parc d'attractions enfants, quelque chose qui est déjà perdu, de toute façon, qu'ils ne retrouveront jamais. Il y a deux choses qui sont, je suis tout à fait d'accord avec vous, que je trouve absolument sublimes dans le film et très rare, peut-être même exceptionnel, a fortiori dans le cinéma d'horreur, c'est que c'est un film, alors comme tu disais, bien plus que la MST, la maladie, la viralité, c'est un film qui parle du cycle de la violence et comment de victime on devient bourreau, puisque la seule façon de se débarrasser de cette malédiction qui vous suit et ne jamais ne s'arrêtera, c'est de la transmettre. Et c'est la seule façon de s'en sortir, plus ou moins, si tant est que ce soit bien s'en sortir. C'est quelque chose qui est très beau. C'est aussi un film qui, avec une acuité absolument inédite, arrive à donner corps à ce moment de l'adolescence
sens où, pour une raison probablement très hormonale, on a le sentiment d'être au centre du monde et que quelque chose va surgir du néant, surgir de la foule pour nous arriver, en bien ou en mal. Et je ne crois pas avoir déjà vu ça aussi bien représenté. Et enfin, on n'arrête pas d'en parler pour dire que c'est vraiment un film incroyable et formidablement subtil. C'est vrai, c'est surtout un film terrifiant. C'est un film qui fait peur. Oui, c'est important de le dire. C'est important de le dire, mais c'est pas que de la peur où on sursaute. Hein, il y a 2 jumpscares, ce qu'on appelle les sursauts comme ça à l'écran dans le film. En plus, non. Non, il y en a 2, mais qui ne sont pas montés comme des jumpscares. C'est parce que tout simplement, le film faisant énormément de panoramiques, de balayage de l'image, nous savons que donc cette menace anonyme, qui n'est pas représentée par un boogeyman, c'est pas un type masqué avec un couteau, ça peut être n'importe qui. Donc il peut surgir à n'importe quel endroit du plan, nous force, nous spectateurs, cinéphiles ou pas, à méfier l'image. C'est la densité horrifique de l'invisible, en fait. À chaque fois, il y a ce hors-champ. C'est vrai qu'on est poursuivi. C'est un film qui porte bien son nom, It Follows, vraiment. Et on est poursuivi. C'est un cauchemar. Et d'ailleurs, la musique électronique, je trouve qu'elle est très intéressante ici, parce qu'elle vient à chaque fois structurer cet état, ce crescendo de tension et de terreur qui vient. Et Philippe, tu parlais de Détroit, et moi, je trouve ça très intéressant, parce que c'est une ville qui nourrit véritablement l'imaginaire collectif en ce moment. Jarmusch, avec Only Lovers Left Alive, il intégrait des vampires à l'intérieur. Et là, effectivement, on a des zombies. Et c'est la ville du réalisateur. Hein, donc il y a vraiment un rapport. C'est un jeune homme, et il y a évidemment un rapport avec sa propre jeunesse. Alors, nous avons un boogeyman parmi nous, un psychopathe assassin. Oui, mais alors là, j'ai eu un problème et je suis ravi de vous avoir entendu. C'est formidable, le cercle, parce qu'on comprend les films. Oui. Moi, j'ai une excuse, c'est que j'étais sous mon fauteuil. Ah non, mais donc ça pendant tout le film, j'ai passé le film sous mon fauteuil, tellement j'avais peur. Ah bon, bah alors donc ça, c'est peut-être la critique la plus élogieuse de la soirée. Ouais. Avant de conclure, je voudrais remercier notre invitée, Sarah Chiche. Vous avez un livre qui sort bientôt sur Michael Haneke. Ouais. Vous savez que Philippe Rouillet vous a à l'œil. Il en a publié un lui aussi. Mais tout est sous contrôle. Oui, c'est bon, vous en êtes parlé. D'accord, ok, pas de problème. Merci beaucoup, Merci Sarah. À vous. Bonne chance à cet ouvrage. Et des chœurs à suivre.